Comme Marc l'a dit, je travaille au Génoscope, qui est le Centre national de séquençage, et je vais vous montrer dans la suite de mon exposé comment nous utilisons la biodiversité pour essayer de retrouver et découvrir de nouveaux biocatalyseurs pour la chimie de synthèse. Alors peut-être que vous pouviez être un peu surpris que le CEA s'intéresse à ce genre de choses, mais en fait dans CEA il faut lire Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, et nous nous placerons plutôt dans cette deuxième partie de la thématique du CEA. Donc je pense qu'après 6 semaines, vous êtes totalement convaincus que les enzymes sont une alternative qui peut être intéressante à faire de la chimie pour remplacer certains processus de chimie conventionnelle, pour tout un tas de qualités que je pense que vous avez vues abondamment au cours de ces dernières semaines. Et même si actuellement, comme l'avait dit Pierre Monsant, le prix du pétrole n'est pas forcément en faveur de ce genre de procédé, c'est à nous d'être de plus en plus inventifs pour essayer d'être compétitifs. Et sans doute que le fait que ces enzymes utilisées en chimie sont une alternative éco-responsable pour tout un tas de synthèses chimiques, il est de plus en plus important de réfléchir à ces alternatives lorsque l'on réfléchit à une nouvelle voie de synthèse. Et on voit de plus en plus d'industriels qui réfléchissent en parallèle, lorsqu'ils mettent en place un nouveau procédé de chimie de synthèse, des alternatives qui mettent en pratique de l'utilisation d'enzymes pour essayer de voir laquelle des deux voies est la plus finalement intéressante, ou combiner les deux possibilités, ce qu'on peut faire de la chimie, de la chémo-enzymatique. Et puis on sera peut-être aidé aussi pour l'utilisation de ces biocatalyseurs en industrie par le fait que ce sont des enzymes qui font de la chimie verte, et que sans doute des contraintes juridiques vont contraindre un certain nombre de procédés à essayer de remplir le plus possible de ces principes de chimie verte. Et la biocatalyse remplit 9 des 12 principes de chimie verte qui ont été édictés dans les années 2000 par Anastas et Warner. Donc on sent que c'est quelque chose qui est quand même de plus en plus utilisé. En tout cas, on pousse vers l'utilisation de ce genre de procédés en chimie. Donc j'espère aussi que vous êtes convaincus que la biocatalyse n'est pas forcément une utopie. C'est une aventure aussi industrielle depuis extrêmement longtemps, et M. Takamine a été le premier à se lancer dans l'aventure en commercialisant ce qu'il appelait à l'époque la diastase, mais qui est en réalité une amylase, pour tout le travail autour de l'hydrolyse de l'amidon. Et donc ça a été le premier millionnaire sur la biocatalyse, et depuis évidemment, je pense que Pierre Monsant vous a fait un tour assez exhaustif, quasiment exhaustif, des entreprises et des sociétés de biotech qui utilisent les biocatalyseurs. Mais actuellement, en effet, il y a des milliers de tonnes d'enzymes qui sont utilisées, et notamment en agroalimentaire, dans l'industrie papetière. Donc on n'est vraiment pas dans des marchés de niche dans ces cas-là. Dans tout ce qui est aussi dans l'industrie alimentaire pour le laitage, la bière, la panification. Et en fait, le besoin en enzymes n'est pas tellement important dans ces industries-là, en enzymes nouvelles, je veux dire, parce qu'en fait, ce sont des procédés extrêmement bien rodés, et d'un point de vue législatif, on ne peut pas utiliser n'importe quel type d'enzyme en agroalimentaire, et donc il y a des dossiers assez lourds qui sont déposés pour les organismes qui sont utilisés, et donc en fait, on tourne souvent sur des enzymes provenant des mêmes organismes pour ces questions juridiques. Donc l'industrie alimentaire et papetière, ou même de détergents, est un domaine dans lequel les enzymes sont extrêmement utilisées, mais finalement assez contraints par leur processus industriel, et dans lesquels il est assez difficile de trouver de nouvelles applications. Et en fait, on est plutôt plein d'espoir pour plutôt toute la biocatalyse autour de la chimie de synthèse, peut-être à molécules haute valeur ajoutée, ou dans les nouveaux procédés comme pour les bioénergies. Et là, je voulais vous juste montrer un exemple de... Donc évidemment, en industrie alimentaire, souvent, c'est l'utilisation d'une seule enzyme qui permet de faire quelque chose. On peut aussi évidemment combiner, comme vous l'avez vu, les enzymes pour faire ce qu'on appelle des cascades. Et là, c'était l'exemple d'une publication qu'on vient de réaliser avec le groupe de Marielle Lemaire à Clermont-Ferrand, au CESIB, qui montre aussi qu'on peut utiliser les enzymes pour des cascades qui permettent de monitorer de manière assez fine ces réactions enzymatiques. Là, par exemple, cette cascade utilise une aldolase qui s'appelle la fructose 6-phosphate aldolase, qui permet de condenser le glycolaldéhyde avec le formaldéhyde et de produire de manière très stéréosélective la série L du glycéraldéhyde. Donc ça, en chimie, c'est quand même parfois difficile de faire ce genre de choses extrêmement précises. Et la beauté de la cascade, je trouve, vient du fait
que cette glycéraldéhyde, qui va être phosphorylée pour rentrer dans une dernière cascade, utilise une kinase qui nécessite évidemment de l'ATP, puisque ça phosphoryle, et que cette kinase, en fait, est inhibée par l'ATP. Et donc, évidemment, si on mettait tout ça en batch, en fait, on aurait une très mauvaise conversion. Et ce que l'on a fait, c'est en fait, on a couplé, alors ce n'est pas une enzyme de recyclage cette fois-ci, mais c'est une enzyme qui permet de produire de l'ATP de manière très très douce au fur et à mesure de la réaction, et ainsi d'avoir une activité maximale de la kinase en produisant de manière distillée l'ATP à cette réaction ici, et ce qui permet d'être extrêmement efficace sur l'ensemble de la... Donc vous voyez qu'en fait, c'est aussi une manière d'utiliser de manière très fine les enzymes pour produire des molécules d'intérêt. Et là, en plus, ça permet de produire une molécule, des sucres de la série L qui sont avec des centres chiro à partir de molécules qui ne l'étaient pas du tout. Donc c'est vraiment assez puissant. Donc le besoin d'enzymes se fait aussi, comme vous l'avez vu plusieurs fois, je pense que Marc vous l'avait montré il y a quelques semaines, l'exemple de l'artémisinine. Donc on fait de l'ingénierie métabolique, donc on implémente dans une bactérie qu'on va vouloir utiliser comme châssis pour produire une molécule d'intérêt. En fait, on va introduire tout un tas d'enzymes. Alors dans le cas de l'artémisinine, c'était une transposition d'une voie déjà connue dans la plante, mais il a fallu transposer les gènes qui étaient eucaryotes de plantes dans coli. Et donc, en fait, on a utilisé déjà le métabolisme normal de coli pour produire une partie des molécules intermédiaires. Puis, on est allé chercher dans la levure qui avait certains P450 intéressants. Donc, on a fait quelque chose un peu de composite pour arriver jusqu'à l'intermédiaire d'intérêt. Alors, je fais comme Pierre Monsant, on fait un peu cocorico. En fait, on dit toujours l'artémisinine comme exemple type de très bel exploit d'ingénierie métabolique, mais il ne faut pas oublier Denis Pompon avec sa collaboration avec Roussel-Uclaf nettement avant l'artémisinine et avec beaucoup plus d'étapes complexes qui avaient permis de produire dans la levure de l'hydrocortisone et qui est en plus actuellement produit en grande quantité aussi. Donc voilà, il n'y a pas que l'artémisinine comme exemple, on peut être fier de ce qui a été fait en France aussi. Un autre endroit où on a besoin d'enzymes pour produire une molécule d'intérêt, c'est tout ce qui concerne en fait la biologie synthétique. Alors évidemment, comme l'avait dit Marc au tout début de son cycle, c'est un peu compliqué on pense que ça peut préparer de dire de la biologie de synthèse, biologie synthétique, ingénierie métabolique, c'est un nouveau nom pour dire quelque chose qui existait avant. Et en fait, cette fois-ci, on se place comme un ingénieur qui a un pont à construire. On utilise les briques du vivant, donc notre connaissance du vivant, ici la chimie de la cellule, pour essayer de produire une molécule qui nous intéresse et qui n'était pas du tout produite par un organisme vivant. Alors, pour reprendre ma métaphore du pont à construire, je considère que j'ai deux rives à relier par un pont. Donc, les deux rives, c'est la molécule cible que je voudrais produire. Et en fait, je vais utiliser un pilier qui serait déjà construit sur l'autre rive. Et ce pilier-là, en fait, c'est un métabolite qui serait déjà produit par une cellule vivante, ce qui nous permet d'utiliser déjà toute l'artillerie métabolique d'une cellule productrice châssis. Et tout le travail d'ingénieur, c'est d'essayer d'imaginer, donc ça c'est ce que font les chimistes d'habitude, la rétrosynthèse, d'essayer d'imaginer les étapes chimiques qui me permettent de passer de la molécule cible au métabolite d'intérêt, au métabolite pilier de ma cellule. Le travail d'après, en fait, c'est d'imaginer quelles sont les enzymes, selon la connaissance que l'on a de la chimie du vivant, quelles sont les enzymes qui pourraient permettre de remplir ces différentes étapes chimiques que vous avez inventées. Alors, dans les cas les plus favorables, comme par exemple pour l'artémisinine, vous avez trouvé des enzymes qui étaient capables de faire les réactions que vous avez inventées lors de votre rétrosynthèse. Et parfois, en fait, il n'existe aucune réaction connue, aucune enzyme qui est capable de catalyser la réaction que vous avez imaginée. C'est le cas, par exemple, on en profite pour faire un peu toujours de pub pour les boîtes françaises. En fait, c'est le cas, par exemple, de la société qui est basée à Évry, qui s'appelle Global Bioénergie, qui justement qui essaye de produire des intermédiaires pour faire des biocarburants, qui s'était posé la question, donc son objectif était de produire l'isobutène. L'isobutène n'est pas du tout produit dans la nature. Et en fait, il a utilisé comme... c'est Philippe Marlière qui a imaginé le design de cette voie. Donc il a utilisé ce que j'appelle moi mon pilier sur la rive connue, c'est l'acétone. En fait, il y a des bactéries qui savent très bien faire à partir du glucose de l'acétone. Donc ça, pas besoin d'inventer les enzymes, ces enzymes existent. On peut au mieux chercher les enzymes les plus efficaces dans la nature pour faire ça. Et en fait, les deux dernières étapes
qui passent de l'acétone à l'hydroxyisovalérate à l'isobutène. En fait, il les avait dessinés sur le papier, mais aucune enzyme existe pour faire ça. Et donc, il s'était adressé à nous pour savoir est-ce qu'on était capable de trouver dans la nature des enzymes de ce type-là. Donc, c'est un travail dont je ne vous le présente pas spécialement, mais en fait, on a trouvé en effet des enzymes capables d'utiliser de manière très marginale, c'est-à-dire elles ne le font pas naturellement, mais elles le font quand même, des enzymes qui étaient des décarboxylases qui permettaient de passer de cette étape-là à cette étape-là et de même. Donc, comme l'a dit aussi Marc, souvent les activités que l'on découvre dans la nature ne sont pas extrêmement efficaces parce qu'elles ne sont pas du tout évoluées pour ce genre de choses. Et évidemment, il y a de l'ingénierie protéique qui est faite derrière pour améliorer le système. Toutes ces enzymes-là ont été implémentées dans Escherichia coli, qui était le châssis, et en effet, il faut aussi de l'amélioration de coli pour produire l'isobutène. La beauté de la chose, c'est que l'isobutène est gazeux, donc en fait, au fur et à mesure que c'est produit, on peut l'extraire directement de la cellule. Donc en fait, on vous a montré depuis quelques semaines pas mal d'exemples d'enzymes utilisées en biocatalyse, mais le catalogue disponible est encore assez restreint comparé à tout ce qui existe en chimie et bien rodé. Et donc en fait, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'augmenter ce catalogue de réactions possibles pour que les gens puissent les utiliser dans leur synthèse chimique beaucoup plus facilement. Même si on a encore beaucoup d'appréhension à utiliser sur les chimistes la biocatalyse, petit à petit, quand même, on voit beaucoup de chimistes qui s'y mettent, ou en tout cas dans les entreprises, des départements qui existent, qui essayent d'explorer ce genre de choses. Donc la biocatalyse, je pense que Jean vous avez montré aussi, Jean Wessenbach vous avez montré dans son séminaire, que la biocatalyse est aussi utilisée sous forme de bioconversion, c'est-à-dire de cellules entières. Donc depuis longtemps, on explore la biodiversité des organismes à la recherche de nouvelles activités, donc sur cellules entières. Mais c'est seulement depuis l'apparition du séquençage, donc l'apparition des séquences réellement, que l'on peut avoir accès à une biodiversité beaucoup plus accrue, plus ciblée, grâce à toutes ces protéines qui s'accumulent dans les bases de données. Donc, comme vous l'a dit Marc ce matin, en fait, l'ingénierie métabolique, c'est ce qu'on fait de manière assez classique, c'est-à-dire qu'on part de l'enzyme que l'on connaît le mieux. En général, on a fait énormément d'efforts pour la cristalliser, justement parce qu'on veut faire de l'ingénierie protéique. Donc en général, les gens qui travaillent sur une famille d'enzymes ont leur protéine favorite et continuent à travailler, à creuser le sillon, comme Frances Arnold, qui a pris des dizaines d'années pour aboutir à cette très belle collection de mutants de BM3. Et donc en fait, avec l'ingénierie protéique, on peut en effet changer la spécificité de substrat d'un biocatalyseur, modifier les spécificités, les sélectivités, les régiosélectivités quand on a de la chance. On peut améliorer l'efficacité ou la résistance de ces enzymes à tout un tas de paramètres comme la température, la résistance aux solvants, ce qui est important quand on utilise des substrats qui sont peu solubles dans l'eau, on est obligé de rajouter un peu de solvant. À ce moment-là, il faut que l'enzyme soit résistante. Augmenter la résistance à la température, ça peut être intéressant parce qu'en augmentant un peu la température de la réaction, on peut accélérer la réaction aussi. Et la résistance aux substrats et aux produits pour éviter tous les effets d'inhibition. Donc, pour reprendre d'une manière un peu différente ce que vous a dit Marc ce matin, l'ingénierie protéique, en fait, on peut la designer selon deux axes. Le besoin d'information sur la protéine en abscisse et en ordonnée, l'effort de criblage que cela demande. Donc, alors je n'oppose aucune méthode parce que, comme on l'a vu, c'est quelque chose de très combiné. On a besoin des différents types d'ingénierie protéique pour aboutir finalement à une enzyme qui nous serait vraiment efficace pour l'objectif que l'on avait. Donc la méthode d'ingénierie protéique qui demande le moins d'informations sur la protéine, en fait, finalement, c'est la mutagénèse aléatoire. On ne sait pas où on va taper avec la mutagénèse. Par contre, et ça nous permet d'atteindre des endroits de la protéine qu'on n'aurait jamais imaginé être nécessaires pour le critère que l'on recherchait, donc soit une amélioration de l'activité, soit un changement d'activité, soit par exemple un problème de stabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est fait de manière extrêmement courante, qui est sans doute le plus facile à mettre en œuvre aussi, mais qui demande un effort de criblage considérable et des criblages efficaces. Si on a un test colorimétrique, évidemment, c'est extrêmement pratique, mais si on fait du couplage enzymatique comme un suivi de cofacteurs, ça peut devenir assez vite fastidieux. Mais c'est quand même quelque chose qui est nécessaire à faire. Donc, comme vous l'a montré Marc ce matin, il y a plusieurs types de manières de faire de l'ingénierie protéique. Gilles Truand vous avez montré un exemple de DNA shuffling sur des P450.
Alors encore, le DNA shuffling demande quand même de faire du shuffling entre deux protéines assez proches en séquence, donc on a besoin d'avoir l'information sur la séquence de ces deux protéines. Je crois qu'il avait dit que c'était en gros 70% d'identité entre deux protéines pour faire du shuffling. Et donc l'idée, c'est on fait de la mutagénèse, on sélectionne sur un critère particulier, activité, changement de substrat ou stabilité, on récupère les meilleurs et on fait des cycles comme ça et on jette tout le reste donc à la poubelle. Et donc on fait des cycles comme ça sur plusieurs mois, plusieurs années, jusqu'à aboutir à une enzyme extrêmement efficace. Donc l'autre méthode qui est aussi utilisée, mais qui demande cette fois-ci une structure tridimensionnelle de la protéine, ou en tout cas que votre protéine d'intérêt, elle, ressemble assez à une protéine déjà cristallisée pour pouvoir faire de la modélisation. C'est donc tout ce qu'on appelle le rational design, qui permet, quand vous observez un site actif, par exemple, de substituer certains résidus par l'ensemble des autres acides aminés, par exemple, pour essayer de voir l'influence de ces résidus sur ce que vous cherchez à faire, soit changer l'énantiosélectivité de votre enzyme ou la régiosélectivité quand parfois vous avez le temps, vous avez la possibilité de le voir. Parfois, on agrandit aussi le site actif en éliminant des chaînes latérales trop longues. Il y a des lipases aussi sur lesquelles soit sur les lipases, il y a un tunnel, et pour permettre à des substrats plus gros de rentrer dans le site actif, on peut agrandir ce tunnel en modifiant un peu les acides aminés. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait de manière qui est fait de plus en plus, et en fait, on se rend compte qu'une mutation n'est pas suffisante, comme vous l'avez vu ce matin, et dans le groupe de Bornschauer, qui est sans doute la personne en ce moment en biocatalyse qui fait vraiment de la mutagénèse à haut débit, mais d'une manière rationnelle, on va dire. Il a carrément une usine de criblage chez lui, parce qu'en fait, il mute dans les sites actifs jusqu'à 8 positions en simultané de manière saturée. Donc ça devient vite quand même si on se disait au départ que ça permettait de réduire l'effort de criblage, à la fin, ça reste quand même un criblage assez conséquent. Et puis, il y a aussi toutes ces mutations auxquelles on ne peut pas imaginer, parce qu'en fait, elles sont hors du site actif, et c'est ce que disait Marc ce matin sur la stabilité. Finalement, en fait, on fait souvent une combinaison des deux, parce que les mutations qui permettent d'améliorer la stabilité sont souvent ailleurs dans la protéine, et on ne peut pas donc les modéliser. Il y a quand même un exemple de travail qui a été fait par, justement, comme Véronique Alphand parlait des P450, et elle a déjà parlé du groupe de Frayet. En fait, Frayet a fait un gros travail de stabilisation de ces Baeyer-Vedigeras en créant comme des agrafes avec des ponts disulfures. Une fois qu'il avait cristallisé sa Baeyer-Vedigeras, il a créé des ponts disulfures pour stabiliser à certains endroits qui paraissaient critiques sa Baeyer-Vediger, et il a vraiment nettement amélioré la stabilité. Donc ça, c'est vraiment quelque chose, mais c'est quand même pas très très fréquent. Donc on peut faire de l'ingénierie protéique, mais finalement la nature, comme le disait ce matin Marc, en fait, fait de l'ingénierie protéique depuis des millions d'années. Donc pourquoi pas se tourner directement dans la nature pour essayer de repérer les enzymes qui ont été sélectionnées par l'évolution, qui a priori ont développé tout un tas de réactions extrêmement variées, puisque les organismes vivants ont colonisé des milieux extrêmement vastes et variés, et que normalement ces enzymes ont été aussi sélectionnées pour leur stabilité. Donc en théorie, on devrait trouver dans la nature tout un tas de réactions qui pourraient être intéressantes et sans doute qui pourraient permettre de gagner du temps sur l'évolution, parce qu'évidemment à chaque fois on est quand même obligé d'améliorer pour avoir un procédé efficace en industrie. Donc c'est ce que je vais vous montrer dans le reste de mon séminaire, c'est comment l'exploration de la biodiversité peut amener exactement aux mêmes recherches de propriétés intéressantes, nouvelles activités, énantiosélectivité particulière, énantiospécificité, régiospécificité, et tout un tas de résistances, et comment nous, au Génoscope, nous réalisons ces choses-là. Alors, comme je le disais aussi, on espère que cette exploration va nous amener des enzymes plus stables, efficaces, qui nous permettraient de gagner du temps sur l'ingénierie protéique. Et je vais vous montrer dans un des cas comment cette recherche est assez efficace. Donc, de quelles ressources on dispose pour l'exploration de la biodiversité? Tout d'abord, les micro-organismes cultivables, c'est ce qu'on utilise depuis des centaines d'années. C'est ce qu'on peut étudier en laboratoire. Donc on a trouvé un milieu de culture pour étudier ces organismes. Et de manière
courante, c'est ce qu'on faisait avant et qu'on continue à faire, c'est cribler des collections d'organismes pour essayer de retrouver l'activité qui vous intéresse. Vous ne savez pas quel gène fait le travail, mais votre organisme, lui, le fait par bioconversion. C'est ce que fait par exemple la société Proteus, qui est une société française aussi, qui a d'énormes collections d'organismes et qui recherche de manière très active et à haut débit des réactions intéressantes. Alors après, évidemment, avec les techniques de séquençage et surtout avec les nouvelles technologies de séquençage qui ont augmenté le débit de séquençage des organismes de manière hallucinante ces dernières années, on a depuis une vingtaine d'années accès évidemment aux gènes de ces organismes. Et une fois qu'on a séquencé un génome, on va rechercher les gènes et donc les protéines de ces organismes-là. Et actuellement, dans donc UniProt, qui est la base dans laquelle on dépose toutes les protéines issues de ces séquençages, il y a plus de 83 millions de protéines disponibles pour tout le monde. Ce n'est pas en accès restreint, c'est public. Donc vous pouvez avoir accès à cette ressource énorme de protéines. Donc ça, c'est vraiment un réservoir énorme de capacités chimiques non explorées, puisqu'évidemment, vous imaginez bien qu'une très faible proportion de ces protéines ont été étudiées à l'état du laboratoire. Alors juste pour définir un terme, enfin même deux termes que je vais utiliser juste après, juste vous donner un aperçu rapide de comment on attribue une fonction à un gène ou à une protéine. Donc quand on séquence un nouveau génome, ce que l'on fait, la première chose, c'est fait de manière bioinformatique évidemment, on repère les gènes sur le génome et on va essayer, pour attribuer une fonction à ces protéines, comparer les protéines de ce nouveau génome à ce qui existe déjà dans les bases de données qui ont déjà été étudiées par d'autres chercheurs. Alors si on a de la chance et qu'on a une protéine qui ressemble très fort à la nouvelle protéine que vous venez de séquencer, en fait, mettons plus de 70% d'identité, vous pouvez transférer automatiquement la fonction de la protéine déjà étudiée sur votre nouveau génome. Ça, c'est un cas extrêmement favorable. En fait, dans la vraie vie, souvent, vous faites des paris en disant « Ok, ça ressemble à 40 ou 50%, c'est sans doute la même fonction que ce qui a déjà été étudié. » Donc, dans ce cas-là, on les appelle des gènes putatifs, avec des fonctions putatives plutôt. Après, vous pouvez, si ça ne ressemble pas tellement à quelque chose déjà étudié, vous pouvez utiliser des domaines qui sont communs à certaines enzymes qui ont déjà été étudiées. Donc il y a tout un tas de prédictions de domaines de protéines ou de signatures de protéines qui existent et qui permettent de classifier les protéines en grandes familles. Vous pouvez utiliser ces domaines-là pour essayer d'imaginer la fonction que ces protéines peuvent avoir. Évidemment, ça aussi, c'est une fonction putative puisque vous n'avez jamais expérimentalement prouvé les choses. Et puis parfois, vous ne pouvez pas. Il y a la plupart, enfin pas la plupart, mais une fraction non négligeable, on estime en gros à 30% dans les génomes, un certain nombre de protéines ne ressemblent à aucune protéine déjà étudiée. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle des gènes de fonction inconnue. Et donc évidemment, on imagine bien qu'avec toutes les hypothèses que nous formulons au cours de l'annotation de ces génomes, il est difficile de reconstituer les voies métaboliques des cellules. Et donc il faut vraiment faire un effort très important maintenant, parce qu'évidemment les données dans les bases de données sont énormes, mais finalement l'effort biochimique fait sur ces protéines est évidemment assez faible. Mais sans cet effort-là, on ne pourra pas avoir accès aux nouvelles activités, aux nouvelles fonctions. Donc ça, c'était juste pour évoquer la notion d'enzyme de fonction connue. En fait, il y a une deuxième base de données, enfin, il y a un sous-ensemble de UniProt qui s'appelle SwissProt qui répertorie les enzymes de fonction dites connues. Alors, connues, en plus, ce n'est pas tout à fait vrai, c'est dont l'existence dont une preuve d'existence existe, enfin, a été démontrée par des chercheurs. Et finalement, la fonction physiologique de ces enzymes est encore inférieure. Donc là, il y en a 540 000 sur les 83 millions. Vous imaginez que ça fait quand même pas énormément. Donc là, il y a un article qui est relié à ces protéines-là. Et en fait, la fraction pour laquelle on a vraiment une fonction biologique est encore inférieure à ça. Donc vous voyez que si on représente sur un camembert, finalement, comment est composée notre biodiversité, notre réservoir, finalement, il y a très peu de choses qui sont connues. Entre 24 et 30% de fonctions totalement inconnues. Donc là, vous êtes dans l'imagination la plus totale. Et puis en fait, la très très grosse majorité sont des fonctions prédites pour lesquelles vous n'avez pas en réalité une idée très précise du type de substrat qui est pris en charge par ces enzymes. Donc vraiment, une exploration systématique de cette biodiversité peut vraiment apporter des choses extrêmement nouvelles en termes de biocatalyse. Et puis aussi, maintenant, on a accès aux séquences des métagénomes, donc c'est-à-dire des consortiums de bactéries, puisqu'on estime qu'on a en gros la capacité de cultiver 1% des bactéries, là je vais parler que des bactéries,
qui sont sur Terre, et qu'en fait la grande majorité des bactéries, nous ne pouvons pas les cultiver. Et en fait, pour les étudier, on les étudie finalement en consortium. On n'essaye pas de les isoler, on étudie l'ensemble de l'ADN d'un écosystème particulier, donc vous voyez extrêmement varié. Il y a énormément d'écosystèmes qui sont étudiés. On peut quand même, pour essayer de séparer les organismes par leur taille, utiliser des tamis, et à ce moment-là différencier les virus, les bactéries, des protistes, et faire du séquençage. Donc on a accès, évidemment, cette fois-ci, aux gènes, mais on ne sait pas à quel organisme ils appartiennent, à tout un tas de protéines issues de ces métagénomes qui peuvent être du coup utilisés. Alors je pense que Pierre Monsant vous avait montré l'utilisation de ces métagénomes pour du criblage, alors du coup extrêmement haut débit, pour rechercher des nouvelles activités enzymatiques, mais pour ce faire, il n'y a que certaines classes d'enzymes qui peuvent être utilisées pour ce genre de criblage, parce qu'il faut des criblages extrêmement efficaces et puissants. En général, c'est des tests colorimétriques, et on utilise en général pour des estérases ou des xylanases, qui sont des enzymes importantes en industrie, mais on ne peut pas l'utiliser par exemple pour rechercher de nouvelles aldolases. On sent que le crible va être vraiment trop disproportionné. Donc, mais ça, c'est une source vraiment extrêmement importante de biocatalyseurs, surtout issus d'environnements extrémophiles. Alors, une autre chose qui permet d'augmenter les capacités de ce réservoir énorme de capacités chimiques de la biodiversité, en fait, c'est la promiscuité des enzymes dont parlait Marc ce matin. Donc, on a tous appris, ou à peu près, suivant l'âge des gens dans la salle, que le paradigme pour les enzymes qui avait été émis par Fischer à la fin du XIXe siècle, qui était une séquence, une structure, une fonction, c'est-à-dire qu'une enzyme, finalement, était capable de faire une réaction sur un seul substrat. Donc, ce qui est vrai pour un certain nombre d'enzymes dans les cellules, parce que c'est important d'avoir une spécificité. Mais en réalité, on s'est rendu compte qu'un certain nombre d'enzymes, finalement, étaient assez laxes sur leur capacité à utiliser d'autres substrats que leurs substrats physiologiques. Notamment, là, par exemple, donc si on imagine le site actif, on peut imaginer que des substrats, donc là c'est en orange, un peu plus petits que le substrat naturel, finalement, peuvent rentrer quand même dans le site actif et produire une réaction, même si elle est moins efficace, parce qu'on sent bien que les sites de stabilisation de ce substrat ne vont peut-être pas être aussi efficaces que pour le substrat naturel, mais la réaction va pouvoir avoir lieu. Donc c'est pour ça que souvent on voit des activités marginales avec une efficacité catalytique un peu moindre que l'efficacité normale. Et par exemple, une pyruvate décarboxylase qui normalement donc, catalyse la décarboxylation d'un pyruvate peut prendre tout un tas d'autres alpha-cétoacides. Donc on voit que c'est des substrats quand même ressemblants aux substrats naturels. Donc la promiscuité, est-ce que c'est vraiment juste une imperfection de la nature? Non, ce n'est pas une imperfection de la nature. En fait, il y a tout un tas d'études qui sont liées à l'étude de cette promiscuité, finalement, qui est un reflet de l'évolution naturelle des enzymes au cours du temps. Et en fait, l'hypothèse qui a été faite, donc le groupe de Taoufik travaille beaucoup sur ce volet-là. Et en fait, l'hypothèse qui est faite, c'est que les premières cellules qui avaient assez peu de gènes avaient des enzymes extrêmement promiscuitaires, généralistes, ce qui permettait qu'avec très peu d'enzymes, de faire finalement un métabolisme assez complexe. Alors ces enzymes n'étaient sans doute pas très efficaces, et au cours de l'évolution, les cellules ont dupliqué ces enzymes généralistes pour les spécialiser vers des fonctions très précises. Donc en fait, c'est ce qu'on imagine de l'évolution des enzymes, c'est qu'on part d'un enzyme généraliste vers quelque chose d'extrêmement spécialisé, et ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, c'est le résultat de cette évolution. En fait, ce qu'on voit aussi, c'est que quand une cellule quand les contraintes environnementales changent et qu'elle a besoin de se respécialiser vers autre chose, ce qu'elle fait en général, c'est qu'une enzyme qui était spécifique se déspécifie pour redevenir généraliste, ce qui finalement permet à la cellule de garder son métabolisme naturel tout en acquérant une nouvelle activité. En général, il y a une duplication de cette activité-là pour se respécialiser vers la nouvelle activité, ce qui permet à la cellule de ne pas mourir puisqu'elle ne perd aucune activité dans ce cadre-là. Et ça, c'est quelque chose qui doit vous rappeler quelque chose, puisque c'est ce que vous a montré Marc ce matin sur le processus qu'a utilisé Frances Arnold sur le P450BM3. Le P450BM3 était spécialisé pour le wild type, spécialisé pour hydroxyler des alcanes longs. Et en fait, tout au long de la mutagénèse, elle est arrivée à une enzyme très généraliste qu'elle a respécialisée vers des alcanes courts. Donc ça, je vous montrerai que c'est un processus très utilisé, en tout cas, pour la recherche de nouveaux biocatalyseurs. En fait,
le cycle que je montrais, effectivement, il y avait au niveau intermédiaire, ce n'était pas des pics. Non, c'était, on prenait de C3 à C2. Donc on passe d'un pic à un autre, mais ouais. au milieu, c'est effectivement un peu général. Je vais leur montrer après, en effet, le schéma. Autre exemple aussi, que la promiscuité n'est pas une imperfection de la nature, c'est que la promiscuité est un atout pour certaines familles d'enzymes, et notamment les enzymes qui sont impliquées dans la détoxification des cellules. Et comme vous avez déjà eu un cours sur les P450, je vous ai reparlé des P450. Les P450 donc, sont les enzymes qui sont responsables de la détoxification des xénobiotiques. Et là, on sent bien qu'il vaudrait mieux que ces enzymes ne soient pas spécifiques, parce que sinon, c'est la survie de la cellule qui en dépend. Donc en fait, ces enzymes ne sont pas très rapides, pas très efficaces, mais par contre, elles font tout un tas de réactions sur des molécules extrêmement variées. Et là, par exemple, le cytochrome 3A4, qui est le plus abondant chez l'homme, peut prendre, et là on voit que ce n'est pas juste une variation d'un carbone sur une molécule, vous avez des molécules extrêmement variées qui peuvent être prises en charge par le cytochrome 3A4. Et c'est pas, comme l'a montré Badby tout à l'heure, c'est pas juste que le substrat se met un peu différemment dans le site actif. Là, c'est carrément les P450 modifient totalement leur structure tridimensionnelle pour adapter leur site actif au mieux au substrat qu'elles sont en train de catalyser. Et donc là, il y a de la cristallisation qui a été faite sur deux types de substrats comme les kétoconazoles ou l'érythromycine. Et il y a des gros mouvements de la structure qui sont faits pour s'adapter réellement. Donc on voit que c'est aussi une stratégie de la nature pour des processus biologiques. Là, c'est pour montrer quand même, parce que les P450, c'est les champions du monde, je pense, en termes de promiscuité, en tout cas. Il y a beaucoup de isoformes chez l'homme, il y en a une soixantaine. Alors, il y en a qui sont spécifiques, spécifiques, quand même, ils prennent 6 ou 3 ou 6 substrats, mais le plus promiscuitaire, finalement, c'est vraiment le 3 à 4. Et il y a pour l'instant 600 substrats connus, qui sont connus pour être catalysés pour le 3 à 4. Et en plus, il y a de la redondance entre les isoformes. Enfin bon, ça, je n'en reviens pas. Et donc, depuis longtemps, en fait, les gens se sont dit, c'est un atout pour la biocatalyse, puisqu'on peut aller rechercher dans la nature des enzymes qui ne font pas du tout le travail que vous attendez à ce qu'elles font, et essayer de trouver des applications ou modéliser, si on peut, la promiscuité. Ça, c'est un peu plus compliqué. Donc ça, c'est ce que je vous ai dit, c'est l'utilisation de ce côté généraliste pour respécialiser. Donc je pense que là, voilà, c'est la diapo que vous a montré Marc. Dans ce cycle-là, donc vous passez par une étape où finalement l'enzyme qui était très spécifique des alcanes à chaîne longue devient finalement assez laxe sur le type de substrat. Et en fait, ce que fait maintenant Frances Arnold, c'est qu'elle repart toujours de cette molécule promiscuitaire plateforme, en fait, on pourra dire, totipotente, pour respécialiser son mutant vers d'autres substrats. Donc au début, elle l'avait fait pour des alcanes très courts, mais finalement, vous voyez, elle a, à partir de cette molécule plateforme, refait des cycles de mutagénèse pour aboutir à des molécules qui n'ont rien à voir avec celles de départ. Donc ça, c'est important parce que finalement, on va vouloir rechercher dans la biodiversité des enzymes qui ont déjà ce type-là. Ça permet de faire sauter toutes ces étapes-là. Je pense que ça lui a pris 10 ans à faire ça. Si on peut sauter quelques étapes et tout de suite avoir des enzymes promiscuitaires, ça permet d'avoir des molécules plateformes totipotentes que vous pouvez ensuite rediriger comme vous voulez. Ce que disait Marc aussi, c'est que c'est bien de vouloir changer la spécificité de substrat ou changer l'efficacité, mais la stabilité de la protéine, c'est quelque chose d'important aussi. Et donc, ils ont été obligés dans cette étude, en effet, d'arrêter de sélectionner les meilleures enzymes pour l'efficacité catalytique pour telle molécule. Mais en fait, il a fallu faire des rounds de mutagénèse pour réaméliorer la stabilité de la protéine. Et là aussi, c'est important finalement de partir d'une molécule la plus stable possible. Et donc, dans la biodiversité, on va essayer de rechercher des enzymes qui sont le plus stables possible pour commencer en fait, l'évolution protéique. Alors, si on le fait au hasard, on va se dire, on va chercher dans les enzymes thermorésistantes les enzymes que l'on désire pour pouvoir faire de la mutagénèse. C'est ce qui est fait actuellement, c'est qu'en général, on a des bêtes de concours hyper thermophiles comme Geobacillus théarophilus ou Pyrococcus. On va récupérer des enzymes de ces organismes-là en espérant évidemment qu'on part de plus haut, donc en fait, on va être moins déstabilisé par les mutations. Donc, ce que je vais vous montrer, c'est ce que l'on fait nous. C'est une démarche un peu à cheval, on va dire, ou à mi-chemin entre les efforts de criblage pour l'évolution dirigée et le design rationnel. C'est ce que j'appelle l'exploration rationnelle de la biodiversité. Donc, on ne fait pas comme dans la métagénomique, enfin dans les métagénomes, c'est-à-dire on étale tout un métagénome sur un substrat et on essaie de repérer les clones
qui permettent d'avoir l'activité désirée. On va trier au départ dans la diversité les enzymes qu'on va vouloir tester et on va les trier avec le critère qu'on les voudrait représentantes de cette diversité enzymatique et ne tester que celle-là représentante. Et donc évidemment l'effort de criblage est moindre que précédemment pour l'évolution dirigée, en sachant évidemment que de toute façon tout ça se combine puisque en général on va devoir refaire de l'évolution derrière. Donc au Génoscope, qui est le Centre national de séquençage, on était intéressé évidemment depuis, c'est la mission du Génoscope, par l'exploration de la biodiversité et du point de vue des génomes, donc de l'ADN, pour tout un tas d'études sur les génomes et les métagénomes et aussi l'évolution des génomes. Et en fait, il y a quelques années, le travail s'est aussi diversifié sur l'étude du produit de ces génomes, c'est-à-dire les protéines et plus précisément les enzymes, à la fois d'un point de vue de la recherche de la fonction des enzymes pour la connaissance du métabolisme bactérien, mais aussi pour l'exploitation des capacités chimiques des prokaryotes pour faire de la biocatalyse. Donc comment on s'y prend ? Donc on s'intéresse à une famille, donc là par exemple les P450 ou les Bayer-Villigueras que vous a montré Véronique Alphand l'autre jour. En fait on s'intéresse à une activité particulière, donc là ce que on voulait par exemple avec Véronique c'était des Bayer-Villigueras. On fait un travail extrêmement approfondi et exhaustif, qu'on essaye exhaustif, de l'ensemble des enzymes qui sont décrits biochimiquement, expérimentalement et reliés à une publication comme pouvant faire cette réaction, parce que là, comme je vous ai dit, la notation des génomes est quand même parfois un peu floue. Donc ça, on utilise des bases de données normales et on constitue donc ce que j'appelle moi un set de référence. Donc dans le cas des Bayer-Villiguer, on avait 23, je crois, Bayer-Villiguer décrites expérimentalement. Et je vais utiliser ces enzymes du set de référence comme hameçon pour aller à la pêche à des séquences similaires. Alors justement, je ne les veux pas trop similaires à ce qui est déjà connu pour m'éloigner de l'activité connue. Et je vais utiliser donc des programmes de comparaison de séquences comme BLAST pour aller rechercher dans les bases de données dont Uniprot, donc les 83 millions de séquences, mais aussi au Génoscope, on a un métagénome qui a été séquencé qui s'appelle Cloaca Maxima, qui est un métagénome issu d'un digesteur d'une station d'épuration, donc on espère très très diverses en séquences. Donc l'idée c'est de rapatrier toutes les séquences qui ressemblent plus ou moins à ces enzymes connues. Donc traditionnellement, je me place à plus de 30% d'identité de séquences avec ce qui est connu. Et là, ça m'en ramène un certain nombre. Donc là, je pense que ça m'en avait ramené près de 1500. Et on ne va pas tester 1500 enzymes. Donc c'est ce que je vous disais. On va essayer de réduire ce travail-là de criblage en faisant un travail préalable de réduction de la complexité de notre mélange, en faisant ce qu'on appelle un clustering. Donc il y a tout un tas de types de clustering. Nous, classiquement, on fait un single linkage clustering qui permet de regrouper les séquences selon leur identité de séquence, en gros. Donc on essaye de regrouper les séquences qui se rassemblent à plus de 80% d'identité pour essayer de former des groupes isofonctionnels. C'est ça l'hypothèse qu'on fait au départ. Et donc une fois qu'on a fait nos groupes, ça réduit la complexité de notre mélange de départ. Et on va essayer de sélectionner un représentant, donc une enzyme par groupe, qui va elle être testée. Donc on a tout un tas de critères pour choisir ce représentant, et l'un des plus importants, parce que tout ça c'est fait in silico, c'est quand on repasse au travail de laboratoire, il va falloir faire un clonage des gènes en question, et donc si on dit clonage, vu le nombre d'enzymes qu'on va tester, on ne va pas les faire synthétiser, mais on va utiliser la bactérie, enfin le génome de la bactérie qu'on achète, donc on achète des souches à l'extérieur, et actuellement notre souchothèque contient 1005 souches prokaryotes, plus le métagénome. Et donc, évidemment, notre souchothèque est le garant de la représentation de la diversité. Donc, on fait en sorte d'avoir tout un tas de bactéries extrêmement variées, thermophiles, mésophiles, psychrophiles, aérobes, anaérobes, des archées. On a environ 10% d'archées. Donc, ça, c'est là la clé de notre succès, c'est que la collection de bactéries est extrêmement variée et on enrichit au fur et à mesure des projets. Donc, une fois qu'on a sélectionné notre représentant en fonction de la disponibilité de ces souches, on va sélectionner les protéines, les cloner, exprimer ces protéines. Donc en plus, par rapport au criblage des métagénomes, comme on va exprimer de manière spécifique et ciblée une protéine, en général on a un peu plus d'encoli qui est exprimé, et donc on a accès à des activités plus marginales que d'autres méthodes. Et donc ce crible-là, j'ai mis en place une plateforme de clonage et de criblage au débit, et on va mettre en place tout un système pour essayer de détecter ces nouvelles activités. Donc on n'utilise pas forcément de tests colorimétriques, ce qui serait plus facile, mais on utilise tout un tas de systèmes pour essayer de détecter les cofacteurs, des tests bicouplés, tricouplés. Donc c'est sûr que c'est un peu lourd, mais c'est quand même extrêmement efficace. On fait ça en spectrophotométrie UV ou en spectrométrie en masse en LCMS.
Donc la plateforme doit avoir 6 ou 7 ans, je ne sais plus. Et depuis, on a environ cloné 8000 gènes représentatifs de toute une grande diversité de familles utilisées en biocatalyse, suivant les projets. Donc vous avez vu avec Véronique le travail sur les Bayer-Villigueras. Et je vais vous présenter, juste pour illustrer notre approche sur la suite de ces collections, sur les nitrilases et les dioxygénases, pour reprendre un peu le thème de l'oxydation que vous avez eu jusqu'à présent. Donc les nitrilases, c'est un travail qu'on fait en collaboration, parce qu'il y a un laboratoire de chimie organique et biocatalyse au Génoscope avec Anza Parucha. Donc les nitrilases, c'est une famille extrêmement importante en industrie, et notamment en industrie pharmaceutique. Et en fait, on a essayé, c'était notre première collection que l'on a vraiment testée selon ce principe-là. Donc l'idée a été de cloner environ 600 nitrilases représentatives de la diversité. Donc c'est une grosse famille, en gros 5000 ou 6000 enzymes dans les bases de données. Donc on en a cloné 600. Et ce qu'on a voulu faire, c'est avoir une idée de leur capacité de conversion, la capacité de conversion de cette famille. Donc on a pris, je ne sais plus combien, 25, enfin une trentaine de nitriles représentatifs, cette fois-ci de la diversité structurale des nitriles que peuvent prendre en charge ces nitrilases. Et on a testé tout contre tout. Donc là, vous voyez en fait sur l'abscisse, c'est les nitrilases. Enfin, chaque barre est une nitrilase. Et en fait, les couleurs, c'est les substrats. Donc les nitrilases sont des familles d'enzymes assez promiscuitaires, ça c'était connu. Et il y en a qui sont quand même extrêmement promiscuitaires parce qu'elles prenaient en charge quasiment tous les substrats. Donc ça, c'est des travaux qui ont été publiés, mais ce n'était pas pour ça que je voulais vous montrer ça. Ce que je voulais vous montrer, c'était qu'en fait, cette approche nous a permis de découvrir, donc ça c'est l'arbre phylogénétique où j'ai replacé ce qui était connu, donc on voit les références et les numéros, et nous, les enzymes qu'on a découvertes, c'est celle qui s'appelle NIT. Et en fait, on a découvert un certain nombre de nitrilases qui étaient assez éloignées de ce qui était connu, donc ça c'est vraiment intéressant parce que ça a des propriétés sans doute non explorées encore. Et aussi, on a découvert des enzymes extrêmement promiscuitaires. Donc ça, c'est pour reprendre ce qu'on avait dit sur l'exemple de Frances Arnold, c'est que finalement, ces enzymes, on a découvert des enzymes qui sont un peu plateformes en termes d'activité qu'on pourra ensuite rediriger comme on voudra au fur et à mesure des projets. Ces enzymes les plus efficaces, finalement, on peut aussi retourner dans la biodiversité pour essayer de trouver des variants, mais cette fois-ci très proches, qu'on pourrait mimer un peu de l'ingénierie protéique, mais en utilisant ce qui est dans la nature, puisque la nature, normalement, à sélectionner des enzymes qui sont stables et efficaces. Donc on reprend cette fois-ci juste les 2 ou 3 enzymes très promiscuitaires qu'on a trouvées lors de notre criblage et on les refait passer dans notre pipeline en changeant les paramètres. Alors ça, typiquement c'est ce qu'on avait fait, mais on peut vraiment varier les choses. Et l'idée c'est vraiment cette fois-ci de trouver des enzymes qui diffèrent de très très peu d'acides aminés pour essayer de voir si on n'a pas des améliorations de stabilité ou d'activité. Donc ça nous fait une petite collection, là je ne dis pas qu'on a 600, mais on a fait une petite centaine, ce qui permet d'avoir cette fois-ci notre petite collection d'enzymes plateformes très promiscuitaires pour les études ultérieures. La semaine dernière, il y a une personne qui avait demandé, et finalement, est-ce qu'on recherche des enzymes stables? Oui. En fait, cette collection a été testée aussi sur leur capacité à résister à la température. Comme on l'a dit tout à l'heure, la stabilité est quelque chose d'important comme point de départ pour faire de l'ingénierie protéique. Et finalement, repérer tout de suite dans les enzymes qui sont intéressantes, celles qui sont en plus stables, c'est un atout supplémentaire. Donc c'est ce qu'on a fait. On a pris tous les LISA des 600 enzymes, on a monté à 80 degrés les LISA et on a regardé s'il restait encore une activité. Et en fait, on a 32 protéines, alors c'est sûr, c'est pas beaucoup, mais c'est quand même 32, qui étaient non dénaturées après ce traitement. Et de manière assez intéressante, c'est que près de la moitié n'étaient pas issus d'organismes extrémophiles. Donc ça, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que les gens ont tendance à aller directement dans les organismes extrémophiles pour rechercher leurs enzymes stables. Et finalement, en fait, même dans les organismes mésophiles, sans doute par transfert horizontaux, on retrouve des choses intéressantes. Et finalement, l'enzyme la plus intéressante que nous ayons trouvée vient d'un organisme mésophile. L'intérêt aussi de ces enzymes thermostables, c'est qu'en industrie, on ne veut pas trop se compliquer la vie et on ne veut pas du tout taguer avec un tag histidine, par exemple, pour faire des purifications d'enzymes. Et souvent, l'industriel demande à ce que ces enzymes soient purifiables facilement. Et en fait, c'est une manière de purifier très facilement une enzyme. Si vous avez une enzyme thermostable, il suffit de faire 10 minutes à 80 degrés, vous centrifugez, et à ce moment-là, vous avez juste l'enzyme qui vous intéresse, ou en tout cas très très enrichie. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est recherché par les industriels. Un autre intérêt de la thermostabilité en industrie, c'est qu'aussi souvent les procédés durent assez longtemps et vous voulez que votre enzyme dure des semaines. Et donc plus vous partez aussi d'enzymes stables, plus votre procédé est moins fragile et vous pouvez avoir des choses. Donc ça, c'est quelque chose que l'on peut dès le départ rechercher en même temps que l'activité. C'est si on a 3 enzymes qui font la même activité, finalement chercher la plus stable tout de suite, c'est le plus intéressant.
La résistance aux solvants aussi, c'est quelque chose qu'on a fait. On a trouvé des enzymes qui étaient résistantes encore à 30% de DMSO. Et ça, c'est intéressant parce que certains substrats sont vraiment très peu solubles. Et si on peut tout de suite proposer à l'industriel une enzyme thermostable, résistance aux solvants et qui en plus résiste à des concentrations élevées de substrats, parce qu'en général, il travaille à 1, 2, 3 molaires, c'est vraiment quelque chose qu'on fait au départ. Alors que si on faisait de l'ingénierie protéique, vous voyez, à chaque fois, ça induit des cycles de mutagénèse différents. Donc ça, c'est une manière aussi de gagner un peu de temps, parce que ça, c'est fait en quelques semaines. Pour rebondir aussi sur un exemple que vous avez eu la semaine dernière avec Véronique, ou avec Gilles même, c'est avec Gilles Truand sur les P450, nous sommes intéressés aussi à l'oxydation de liaisons CH non activées, donc qui est fait usuellement par les P450 et ce qui est utilisé, mais comme on vous l'a dit, en biocatalyse, c'est compliqué. Parce que ces enzymes utilisent des partenaires redox, et ça, en biocatalyse, on sent qu'utiliser plusieurs enzymes comme ça peut être compliqué. Et le BM3 de Bacillus megathorium est en effet une solution, puisque le partenaire redox est fusionné. Mais c'est quand même un cas assez particulier. Et en fait, nous, on s'est intéressé à une famille qui s'appelle les dioxygénases alpha-cétoglutarate et fer-dépendantes, qui sont capables, en effet, d'hydroxyler des liaisons CH non activées. Alors, on appelle ça des dioxygénases parce qu'en fait, donc c'est une hydroxylation du substrat, mais le deuxième atome d'oxygène de l'O2 en fait, est intégré dans le co-substrat qui est nécessaire à cette réaction. Mais c'est quand même une hydroxylation du produit. Ces enzymes sont à l'état naturel importants parce qu'ils sont impliqués dans tout un tas de métabolismes. C'est une toute petite famille, très peu étudiée, mais déjà utilisée en industrie, et notamment pour l'hydroxylation de la proline. Mais très peu de choses sont connues. Je crois qu'il y a moins d'une dizaine d'enzymes connues dans la nature, et elles font à peu près toutes la même chose. Et donc, en fait, pour étendre les capacités de cette famille, pour produire d'autres acides aminés hydroxylés, nous avons utilisé notre pipeline. Mais cette fois-ci, comme il y avait très très peu d'enzymes connues faisant ce travail-là, on s'est intéressé aux motifs qui étaient communs aux enzymes qui étaient connues. Et on est tombé sur un motif, une signature interpro, que nous avons utilisé pour enrichir la collection de ces enzymes, parce qu'en final, la majorité des enzymes qui contenaient cette signature ne ressemblait pas aux enzymes qui étaient connues. Donc on a fait le pari que peut-être il y avait des choses intéressantes à tester. Donc je ne raconte pas le pipeline, mais à la fin, on avait une 60aine d'enzymes à tester. Nous avons fait de la même manière que polynitrilase. Nous avons testé tout un tas de substrats capables qu'on aurait aimé hydroxyler, et notamment les acides aminés. Et nous avons eu d'abord peur parce qu'il y a eu très peu de hits qui sont sortis de notre criblage. Il y en avait 5 ou 6. Et finalement, en fait, tous ces hits ont été extrêmement intéressants parce que ce qui était connu, c'était l'hydroxylation des acides aminés de la proline. Il y avait l'arginine aussi en C3 avec une régiosélectivité en C3. Nous avons découvert ici des enzymes qui permettaient de faire l'autre énantiomère de l'arginine, donc c'était intéressant. Et puis on a trouvé aussi des dioxygénases qui permettaient d'hydroxyler en 3 l'ornithine et la lysine, donc des acides aminés qui n'étaient jusqu'alors jamais décrits comme étant hydroxylés par des dioxygénases. Et de manière extrêmement intéressante, nous avons aussi trouvé des dioxygénases qui ne ressemblaient alors pas du tout à celles qui étaient connues. Donc ça, c'était rapatrié par la signature interpro que nous avions incorporée dans notre pipeline, des dioxygénases qui permettaient d'hydroxyler cette fois-ci en 4. Et la beauté de la chose, c'est qu'en fait, on peut combiner ces enzymes qui hydroxylent en 3 et en 4 pour faire de la dihydroxylation de la lysine. Donc une fois qu'on a vu ça, Anne Zaparucha s'est demandé est-ce qu'on peut utiliser ces acides aminés hydroxylés, donc ici la lysine, pour produire des polyamines hydroxylés. Et donc il aurait fallu enlever la fonction carboxyle qui est là. Et dans la nature, les décarboxylases font exactement ça. Au laboratoire, on avait un certain nombre de lysines hydroxylases qu'on a testées et aucune n'a pu fonctionner sur l'hydroxylysine. Donc on s'est demandé, est-ce que le contexte génomique, donc ça c'est aussi l'exploration de la biodiversité, est-ce qu'on ne trouverait pas dans les contextes génomiques des bactéries des décarboxylases qui seraient colocalisées avec les dioxygénases que nous avions trouvées. Et en effet, chez Chitinophaga pinensis, en fait cette enzyme qui était une fonction inconnue, puisqu'elle ressemblait à rien de ce qui était connu jusqu'alors, mais qui en fait est une dioxygénase qui hydroxyle la lysine. En fait, il existait une décarboxylase, pas notée comme étant capable de fonctionner sur la lysine, mais c'est pas grave, on l'a testée. Et en effet, ça décarboxyle de manière très efficace l'hydroxylysine. Donc ça nous a permis d'atteindre un certain nombre de polyamines hydroxylées, donc suivant en 3, en 4, et même d'avoir des polyamines dihydroxylées, ce qui peut être des syntons intéressants pour faire des polymères.
Une autre utilité d'explorer la biodiversité, c'est ce que vous a montré Véronique Alphand la semaine dernière, c'est-à-dire on avait utilisé cette exploration pour la découverte de nouvelles Bayer-Villigueras monooxygénases. Donc on était parti de 28 Bayer-Villiguer publiés. À la fin, on réduit la complexité par notre pipeline, mais cette fois-ci, en fait, on avait utilisé une signature qui était propre aux monooxygénases, que Véronique vous a montré la semaine dernière, pour enrichir aussi le set des protéines rapatriées par les enzymes qui est déjà connu, parce qu'il y en avait assez peu, il y avait 28 Bayer-Villiguer qui étaient décrites biochimiquement. Et donc on a aussi cette fois-ci utilisé une signature de protéines pour enrichir tout ça. À la fin, on s'est retrouvé avec 143 enzymes à cloner, enfin à tester. On a eu, donc ça c'est une représentation différente de ce que vous a montré Véronique du résultat. Donc chaque colonne est une Bayer-Villiguer et on a testé une bonne vingtaine de cétones de tout type. Et elle vous a montré le résultat assez joli que nous avons eu sur les cétones, sur l'oxydation de cétones cycliques insaturées qui n'avait jamais été montrée. Et en plus, on avait trouvé des Bayer-Villiguer qui étaient régiocomplémentaires, donc on pouvait introduire un oxygène à droite ou à gauche de l'acétone sur ce type de molécules. Mais ce que vous a surtout dit Véronique la semaine dernière et Marc aussi, c'était que finalement en biocatalyse, ce qui est souvent compliqué sur ce genre d'enzyme, c'est qu'il y a un cofacteur qu'il va falloir recycler, et ça c'est coûteux. Enfin, si on ne le recycle pas, c'est coûteux. Et en fait, on a utilisé notre pipeline, enfin notre démarche, pour essayer de trouver des systèmes de régénération du NADP de manière astucieuse. Et ce qui avait déjà été décrit, c'était l'utilisation d'alcool déhydrogénase, comme on vous l'a montré la semaine dernière. Mais la chose astucieuse, c'était trouver une alcool déhydrogénase qui aurait pris comme substrat, en fait, une molécule qui était précurseur de la cétone qui aurait été utilisée par la Bayer-Villiguer. Et ça permettait non seulement de produire l'acétone à partir d'un alcool souvent moins cher et qui peut être naturel, mais en plus de régénérer le cofacteur. Donc c'est ce que nous avons fait. Nous avons fait une collection d'alcool déhydrogénase qui était à partir de cyclohexanol déhydrogénase connu. On avait en gros 200 alcools déhydrogénase dans notre petite collection et on a testé l'ensemble des alcools disponibles précurseurs des cétones que nous avions testés en amont sur les Bayer-Villigueras. Et nous avons eu la chance de découvrir une enzyme ici, une alcool déhydrogénase de Synguliosphera acidophila, qui permettait, en fait, avec cette seule enzyme, on a un système de régénération du cofacteur de tous les substrats que nous avions testés. Donc c'est un système de régénération universel, on peut dire. Et ça marche extrêmement de manière efficace. Et Véronique vous a montré qu'en final, in vivo, elle a testé ce couplage-là et ça marche extrêmement bien. Donc c'est une autre manière aussi d'utiliser l'exploration de la biodiversité pour avoir des systèmes de couplage efficaces. Donc actuellement, nous avons plus de 1500 enzymes qui ont été prouvées expérimentalement, qui couvrent pas mal de familles, et c'est toujours en cours d'amélioration, et prochainement on va faire les P450 bactériens, parce qu'on sent qu'il y a du potentiel là-dedans. Et avec cette collection, c'est à nous tous, d'essayer de produire des cascades et des molécules à haute valeur ajoutée en utilisant finalement ce catalogue augmenté en nouvelles réactions enzymatiques. Donc c'est ce qu'on va faire petit à petit aussi, d'avoir avec cette boîte à outils à disposition. Et pour finir, juste c'est un peu ce que disait Marc ce matin aussi, c'est qu'on peut explorer la biodiversité enzymatique pour cette fois-ci non pas découvrir des nouveaux biocatalyseurs, mais pour créer de nouveaux biocatalyseurs. Il y a une très belle revue là, qui est faite par le groupe de Bernschauer qui décrit exactement toutes les méthodes d'ingénierie. Et en fait, la création de novo d'enzymes, alors ce n'est pas vraiment de novo parce qu'on va quand même essayer d'utiliser la connaissance des mécanismes enzymatiques, mais leur idée était de créer, alors je pense que je vais le décrire là, était de créer des enzymes capables de faire des réactions qui n'existent pas dans la nature. Alors je crois que les deux réactions qu'ils ont testées, c'était une Kempf élimination et une réaction de Diels-Alder qui n'existait pas dans la nature. Et l'idée est, vous avez votre molécule, vous essayez d'imaginer quel est le site actif idéal que vous voudriez avoir en fonction de la molécule que vous voulez transformer. Donc en fait tout ça se fait surtout avec de la modélisation et qui introduisent beaucoup de calculs de mécanique quantique. Et vous essayez d'imaginer quels sont les résidus de catalytiques nécessaires. Donc ça on mime la nature, mais là on les place exactement les manières les plus efficaces possibles, au moins in silico pour qu'il y ait une adaptation parfaite à votre substrat. Vous mettez des résidus
de stabilisation de votre substrat et vous espérez que ce soit un site actif idéal. Alors comme vous n'allez pas en effet synthétiser de nouveau une protéine, vous allez vous dire je vais utiliser quelque chose qui existe dans la nature et ce qu'ils font en fait c'est qu'ils vont cribler les bases de données de structure, donc la PDB par exemple, pour essayer de trouver une structure, donc un scaffold qui matcherait le mieux avec leur site actif idéal. Donc évidemment, ils ne vont pas trouver dans la nature quelque chose exactement qui va correspondre parfaitement avec tous les résidus qu'ils avaient imaginés, mais ils vont essayer au moins de gagner du temps en ayant un scaffold le plus rapprochant possible, et après ils vont faire de la mutagénèse pour adapter de manière très précise les résidus qui ne seraient pas parfaitement adaptés à ce qu'ils avaient imaginé pour fitter au mieux avec leur enzyme. Donc c'est une manière aussi de créer des nouveaux enzymes tout en utilisant ce qui existe dans la nature qui vous facilite le travail. Si vous deviez créer de nouveau totalement une séquence d'enzymes, ça serait vraiment difficile. Donc je pense que j'ai fini. Alors juste une dernière diapo. Pour vous dire qu'évidemment tout ce travail là de recherche de nouveaux biocatalyseurs, c'est aussi une manière d'enrichir la connaissance et la fonction des enzymes, puisque même si on n'a pas testé le substrat naturel, on a quand même une idée, comme je vous disais, d'une preuve d'activité sur ces enzymes-là. Et évidemment, en enrichissant les bases de données, on enrichit tout le système. Donc voilà, je voudrais remercier l'ensemble des gens qui travaillent avec nous et rappeler aussi, comme l'a fait Véronique, que beaucoup d'intervenants sur la biocatalyse se regroupent au sein d'une association qui s'appelle le CBSO, qui se regroupe tous les 2 ans, qui met en relation les industriels et les académiques et qui est assez efficace en termes de partenariat. Merci.